Monsieur Dominique Vian, bonjour. Bonjour. Alors, pour ceux que votre visage à qui ça dirait quelque chose, puis votre nom également, vous avez été préfet de La Réunion en 2004. Vous êtes resté combien de temps à La Réunion? Oh, assez peu de temps. Je suis resté de 2000 sur un moins de 2 ans, à cheval sur 2 années. Et après, j'ai été appelé à Paris pour le cabinet de François Barouin. Voilà. On peut dire, alors vous venez de prendre votre retraite, mais vous êtes un préfet qui avait fait beaucoup d'outre-mer. J'ai vu dans votre CV que vous aviez commencé aux Afar et Issa. Oui, absolument. C'était il y a quelque temps. Voilà, même aujourd'hui, je suis pas certain que les gens sachent où c'était les Afar et Issa. C'était un ancien territoire français. Du côté de Djibouti, par là, c'est ça? Ouais, c'est Djibouti, en fait. Ouais. Maintenant, ça s'appelle République de Djibouti. C'est ça. Vous venez régulièrement à La Réunion? Oui. Parce que vous y avez des intérêts, comme on dit. Vous avez familiaux. Familiaux. Vous passez une bonne partie de votre temps à La Réunion, que vous partagez avec Fréjus, c'est ça? C'est ça, oui. Quand vous venez ici, quel est votre sentiment? La Réunion a énormément changé. Bah, le monde a beaucoup changé. La première fois que j'ai connu La Réunion, c'est lorsque j'étais en poste à Mayotte en oui, parce que vous avez fait Mayotte aussi. 82-84. Oui, vous avez fait Mayotte. C'était la base qui n'avait rien à voir avec le Mayotte d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Et La Réunion était la base arrière de Mayotte. On venait un peu se ressourcer. Hein. Donc ça a été le moment où j'ai découvert La Réunion. Alors, si vous venez aussi souvent à La Réunion, j'imagine c'est parce que vous l'appréciez. Comment est-ce que vous analysez son évolution positive, négative? C'est bien, vous regrettez certaines choses? Moi, je crois qu'on a un peu trop tendance à toujours dire que c'était mieux avant. Je crois que c'est peut-être aussi l'âge qui fait ça parce qu'on était jeunes. Moi, c'est pas du tout le regard que je porte sur La Réunion, qui, je trouve, s'est énormément développé depuis que je l'ai connu il y a donc une 40aine d'années, hein, la première fois. Et même bon, et dans la continuité depuis le temps où j'ai été préfet ici, était parti sur de bonnes assises et ça se développe. Bon, après on se retrouve sur la problématique générale des départements d'outre-mer, des 4 vieilles, peut-être plus que des collectivités d'outre-mer, mais c'est un autre sujet. Vous avez été à Mayotte, notamment à Mayotte, oui, mais surtout oui. En Guadeloupe. Comment vous positionnez La Réunion par rapport aux autres DOM? Lorsque François Barouin, j'ai retrouvé François Barouin au ministère de l'Outre-mer, il m'a dit parlez-moi des Outre-mer. Je dis l'Outre-mer ça n'existe pas, il y a des Outre-mer. Et depuis on appelle le ministère des Outre-mer. La France oublie un petit peu trop d'ailleurs, me semble-t-il, toute sa position ultramarine et sa place dans un monde global qui l'amène en proximité avec ce grand village qui est le monde. Mais chaque collectivité d'outre-mer a sa propre identité, son propre caractère, ses propres caractéristiques, et dans un espace-monde qui est différent. Les Antilles, on est sur l'Arc Caraïbe, c'est 50 millions d'habitants, avec une culture d'origine espagnole, anglaise, assez différente. Proximité des États-Unis à côté. Avec les États-Unis à côté, l'Amérique centrale de l'autre côté, la Guyane à la plus longue frontière, j'étais en Guyane, à la plus longue frontière terrestre de la France avec le Brésil, elle est en Amérique latine, en Amérique du Sud. Ici, on est dans l'océan Indien, et l'océan Indien, c'est un autre espace-monde, avec d'autres proximités, d'autres voies de communication, d'autres cultures tout autour, même si on retrouve un peu partout la francophonie qui a été quand même très présente. Et puis il y a le Pacifique, ce grand pot-au-feu avec un peu d'os et un petit peu de viande autour, si je peux avoir cette expression un petit peu triviale, ce grand espace. Et le monde du Pacifique, c'est encore un autre monde, il y a tout ça. Mais il y a quand même un trait commun, c'est cet attachement à la France, cette communauté de destin, cette histoire qui a été faite d'ombre et de lumière et qui est quand même très ancienne. On oublie un peu partout, c'est une chose qui me frappe dans les départements d'outre-mer, qu'elle s'appelle les 4 vieilles. Je pense à La Réunion, je pense à la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique. Pourquoi les 4 vieilles? C'est les 4 plus vieilles présences que nous avons outre-mer, bien avant mon pays natal, Nice, le territoire de Belfort, etc., la Savoie. Là-dessus, c'est un profond attachement.
Et puis un attachement extrêmement profond, qui est instinctif. Si elles sont devenues des départements d'outre-mer, c'est parce qu'elles avaient choisi la France libre. La Réunion a rejoint la France libre en 42 là-dedans, et donc ont exigé de faire partie consubstantielle de la France, et par voie de conséquence de l'Union européenne. C'est quelque chose d'important. Il y a eu des étapes capitales dans l'évolution des départements d'outre-mer. La plus importante, ça a été la départementalisation. Oui, assurément. Qui a été un boost phénoménal, aussi bien économiquement que pour l'éducation, que pour tout. Il y a eu ensuite les lois de décentralisation. Oui. Aujourd'hui, on évoque la nécessité d'avoir encore plus de décentralisation. Alors, on n'ose pas prononcer le nom d'autonomie, mais c'est quasiment ça. Comment est-ce que vous analysez, vous, maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez retrouvé votre liberté de parole, comment est-ce que vous analysez cette évolution et comment est-ce que vous voyez notre avenir? Je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça. Quand on se retrouve au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le rêve, c'est la foi dans la République. On se libère dans les valeurs de la République. Donc on ne veut plus de la loi coloniale, sa spécificité, etc. On veut être des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes obligations. Il y avait déjà eu la service militaire obligatoire avant la guerre de 14-18, qui a été réclamée là-dedans. Donc c'est quelque chose de fort. Et on prend le modèle français, avec la départementalisation, le même droit qu'en métropole, avec quelques adaptations quand même, pour éviter qu'on impose le chasse-neige ou des bêtises comme ça. Très peu d'adaptations. Le chauffage de la classe. Et je me rappelle une petite anecdote où on continuait à construire comme si on était dans l'hémisphère nord, du côté de l'ombre, avec le contresens que cela avait à La Réunion. Bon, des petites choses comme cela. Et donc c'était ce modèle-là que l'on a voulu, avec l'égalité. Et puis après, il y a eu toute la politique de l'État, du rattrapage sur les standards métropolitains. Ça a mis du temps, mais ça a quand même été totalement terminé encore. Et c'est pas encore totalement terminé, mais peut-être qu'il faut voir autre chose, de mon point de vue, que les standards purement européens. Et donc c'était une réussite, mais paradoxalement, on n'a pas fait évoluer. La décentralisation est arrivée, on l'a appliquée telle qu'elle est en métropole. Et je prends le dernier acte de la décentralisation, la réforme territoriale avec les communautés d'agglomération, les syndicats de communes. Bon, on a copié tel quel sur les Outre-mer, alors qu'on n'a pas 36 000 communes comme en France métropolitaine. Donc il y a eu quelques erreurs. Et peut-être quelque part une espèce de déresponsabilisation à l'échelon local, où il y a d'un côté la compétence de l'État et de l'autre côté la compétence décentralisé. D'ailleurs, avec ce millefeuille administratif, avec un millefeuille administratif, la région, on n'arrive pas à sortir, voilà, l'intercommunalité, etc. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de strates, justement? Moi, ça m'apparaît évident. Alors, je reviendrai un petit peu. Vous savez, la France est un pays de terroir, finalement, y compris sur sa partie européenne, continentale. Donc, chaque terroir a son histoire, son attachement. Et c'est probablement ce qui fait le charme de la France dans son ensemble, y compris avec ses outre-mer. C'est la première destination touristique du monde, la France, dans son ensemble là-dedans. Et on est bien obligé d'en tenir compte. Et pardonnez-moi de citer saint Thomas d'Aquin, mais c'est la veritas rerum, c'est la réalité de cette vie en commun, de cette histoire qui s'est construite, de cette communauté de destin. On peut pas aller trop loin. Ça fait très longtemps qu'on a voulu supprimer les communes qui sont trop nombreuses. On l'a abandonné. C'est comme ça qu'on est venu sur les idées d'intercommunalité et autres là-dedans. Donc c'est un peu compliqué. La décentralisation, elle remonte à 82. Rien n'est parfait dans ce bas monde. Tout doit évoluer. Moi, je suis convaincu qu'il faut que notre organisation territoriale, l'organisation d'exercice des compétences, évolue également aussi pour peut-être un peu plus de responsabilité au niveau territorial. Le destin, le futur, la politique, c'est quoi finalement? C'est bâtir du futur. Et pour bâtir du futur, il faut d'abord le rêver, après il y a l'idée, puis il y a le programme et on le met en exécution. Ce qui veut dire que chaque entité qui constitue cette unité de vie doit prendre en main également aussi son propre destin, le conjuguer avec les autres pour arriver à enrichir l'ensemble.
Et je pense qu'on est à un moment où il faut un peu changer, et d'ailleurs on en parle beaucoup en ce moment, ce qui est assez complexe. Et comment vous imagineriez cette évolution dans le futur alors pour la Réunion? Moi je pense qu'il y a deux choses. Hein. Il y a les Outre-mer et il y a la France hexagonale. On n'administre pas, c'est ce que j'ai appris dans mon métier, de la même façon un espace insulaire et un espace continental. Et la France a peut-être un peu trop oublié qu'elle a aussi des espaces insulaires. C'est différent des espaces insulaires. Ils ont leur propre histoire, leur propre... On voit bien en Corse, on le voit bien en Corse, on le voit de partout. Et je constate par exemple une chose, c'est que tous les territoires, il n'y a pas que la France qui a des territoires d'outre-mer, il y en a de partout. Hein, même l'Italie, avec la Sicile, etc., l'Espagne, le Portugal, tous ont des statuts un peu particuliers. Et on a bien été obligé de faire la même chose pour la Corse, qui pourtant est très proche de la France. Donc je crois qu'il faut prendre ça en compte, et que l'on arrête peut-être un peu trop de trop copier systématiquement les modèles européens ou les modèles hexagonaux, y compris de la part des responsables politiques locaux outre-mer. Il faut imaginer, on en est à un domaine d'imagination. Je constate d'ailleurs que notre pays, au niveau national, global, traverse quand même une grande crise politique. Il y a un défaut d'imagination, il y a un défaut de rêve. On voit beaucoup d'opposition, tout le monde s'oppose les uns aux autres, mais quoi? Et je trouve qu'il y a de plus en plus un divorce entre la population et l'organisation générale, la technostructure là-dedans. Je ne crois pas du tout que ce soit un désintérêt de la chose publique et de la chose politique. C'est qu'il n'y a pas la réponse à une attente qui est mal exprimée et il n'y a plus cette volonté de créer. C'est un peu particulier. Donc il y a tout ça à imaginer. Les imaginations, il faut qu'elles soient collectives. Chacun a sa part de vérité et on est plus fort quand on additionne les parts de vérité et pas quand on les oppose. C'est ma conviction, c'est peut-être un peu trop philosophique. Non, mais c'est vrai, mais en même temps, peut-être qu'on manque de grands hommes avec de grandes visions, peut-être aussi. Les grands hommes, nous sommes une démocratie. Le plus grand homme en France, c'est le peuple. C'est lui qui a le pouvoir et la souveraineté. Et ce qu'on appelle les grands hommes, les leaders, on a besoin de leaders. Hein. Mais pour qu'il y ait un leadership, il faut qu'il y ait des idées, et c'est au service d'une idée, d'une doctrine, je préférais appeler ça le rêve, hein, plutôt que des doctrines qui s'opposent les unes aux autres, d'un projet. Hein, c'est là où peut émerger un leader qui porte ça et qui fait partager ce projet ou ces projets à l'ensemble des citoyens qui sont les seuls souverains. Et je pense que si on peut dire qu'il manque de grands hommes, c'est pas qu'il manque de grands hommes. Après tout, De Gaulle, qu'est-ce qu'il a fabriqué? C'était les circonstances aussi. Hein. C'était qu'un colonel en la guerre. Donc il faut la rencontre entre des circonstances, des idées, etc., une étincelle qui fait que ça marche. Et c'est là où on a besoin un peu de ce pétillement d'étincelles. Vous avez laissé l'image d'un préfet qui disait les choses, la vérité. On a discuté un tout petit peu avant de commencer cette interview et il m'avait raconté une anecdote qui m'a bien fait sourire sur vous avez été préfet de Guadeloupe, de Guyane, de La Réunion, de Mayotte. Secrétaire général à Mayotte. Oui. Et pas de Martinique. Oui. Racontez-moi ça. Oh, c'est une petite anecdote, c'est une petite boutade. Je sortais simplement une plaisanterie. Vous savez que Guadeloupe et Martinique, ce sont deux sœurs qui s'adorent à se haïr. Il y a une grande rivalité, oui. Je rappelle que Fort-de-France a été la capitale des Antilles françaises, des petites Antilles. Je ne parle pas de Saint-Domingue, Antilles, etc. là-dedans. Donc il y a une rivalité entre ces deux îles. Et le développement de la Guadeloupe est arrivé après celui de la Martinique. Il y a le problème des béquets et des blancs pays où c'est pas la même chose, etc. Il y a une certaine jalousie là-dedans. Et je fais une petite bêtise comme tous les Provençaux, on parle parfois un peu trop. J'étais en Guadeloupe quand les femmes guadeloupéennes ont littéralement explosé. Elles étaient championnes de tout, championnes olympiques, la course, José Pérec, etc. Tous ces trucs. Et j'ai rien trouvé de mieux que de dire à la radio, pouf, les Guadeloupéennes, c'est quand même autre chose que les Martiniquaises. Elles me parlaient plus, les Martiniquaises. Et quand je suis revenu comme préfet, on me dit, eh, monsieur le préfet, dans votre programme, c'est quoi votre ambition? Ouais, c'est trop petit, Guadeloupe et Martinique. C'est faire un grand département de la Guadeloupe. C'est prendre la Martinique pour en faire l'arrondissement sud de la Martinique. La Guadeloupe. Il n'y a plus un Martiniquais qui m'a parlé. Et donc, plus possible d'aller en Martinique après comme préfet. Racontez-nous quelques anecdotes sur La Réunion qui vous ont marqué.
Des hommes, des événements Moi, ce qui m'a marqué sur la Réunion, moi j'arrivais directement de la Guadeloupe. Hein. J'étais quasiment muté, je dirais pas disciplinaire, n'exagérons pas, mais on avait voulu à tout prix que je vienne ici. Et c'est quand même deux pays très très différents. Les Réunionnais sont, si je force le trait, je dirais pas introverti, le terme est trop fort, mais autant réservés et courtois que les Antillais sont extravagants. Hein. Extravertis. Extravertis. Et extravagants aussi. Oui. Alors pour vous donner une petite anecdote, juste avant de partir, je me promenais avec ma femme en Guadeloupe, on regardait le coucher de soleil sur un cap, etc. Il y avait un Lolo, hein, une vendeuse de glace, une Guadeloupéenne. Et la Guadeloupéenne me dit, monsieur, tu n'es pas le préfet? Je dis, non, non, je suis pas le préfet. Et ma femme me dit, tu vois bien que ça lui ferait plaisir quand même de voir le préfet. Je dis, non, je suis pas le préfet aujourd'hui, c'est dimanche. Et demain, je suis le préfet. Ah, je t'ai reconnu, madame. Elle prend l'appareil photo et elle le donne à ma femme pour qu'elle me photographie tous les deux. Il n'y a pas encore les selfies à l'époque. Voilà, il n'y a pas les selfies. Et après, elle me tourne la tête et elle me claque un baiser. Hein. Je dis, mais pourquoi? J'ai jamais embrassé un préfet. Bon, peut-être 15 jours ou 3 semaines après, on se promène avec ma femme dans un truc, sur une promenade là, un peu facile en campagne. Et il y a des gens qui nous passent devant, on s'était assis à un endroit. Et puis bon, on continue notre promenade, on tombe sur des gamins. Monsieur, vous n'êtes pas le préfet? Si, monsieur. On les voit partir. Et après, ils vont voir leurs parents, et leurs parents, bonjour monsieur le préfet. Voilà, pour citer cette anecdote. Et même les créoles sont différents. Et là, vous êtes à La Réunion, là. Là, je suis à La Réunion. Ouais. Hein. Même les créoles sont différents, les expressions. Le guettali, le ladi l'a fait, ça n'existe pas dans le créole antillais. Mais j'aime beaucoup le caractère réunionnais. Mais, et il y a ce côté montagnard aussi. Oui, parce que à La Réunion, c'est pareil, hein, le créole de Saint-Denis n'est pas le même que celui de Plaine des Cafres. Hein, voilà. Et puis, il y a... Moi, ce qui m'a frappé, ce que je retiens beaucoup, et c'est peut-être pour ça que je suis très attaché à La Réunion, on a tous des pépites, mais on les oublie. Et la pépite de La Réunion, c'est le vivre ensemble, hein, qui est pas simplement quelque chose de vécu, mais qui est quelque chose aussi de voulu. On y est attaché, hein, et on a peur que ce soit atteint. Quand on voit un petit peu les désordres qu'il y a en métropole, toutes ces hésitations, ce qui me frappe quand je vois mes amis réunionnais, on a peur que ça vienne ici. Et quand je suis venu m'installer, puisque maintenant je suis installé ici, ce qui m'a frappé, c'était la paix et le rapport respectueux qu'il y a entre les uns et les autres. Et ça, c'est une mosquée qui côtoie une église. Voilà, c'est bon, avec un évêque qui était extraordinaire là-dedans. Et ces relations qu'il y avait entre l'église romaine, catholique, l'islam qui est quand même très intégré ici. La mosquée, quand elle s'est faite, c'était après la loi sur la laïcité, conformément aux doctrines de la République. Puis toute la religion, enfin, je sais pas si on peut dire, enfin les hindous aussi. Tout ça, il y a un concrétisme qui se fait, qui va dans un sens de l'humain. Si je dis qu'à La Réunion, la chance de La Réunion, c'est le métissage, alors qu'aux Antilles, c'est plutôt bloc contre bloc, blanc d'un côté, noir de l'autre. Je me trompe de beaucoup? C'est un peu trop fort. C'est un peu réducteur, mais la tendance quand même, elle est... Non, c'est différent. D'abord, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental. J'ai pas vu à La Réunion un soupçon de nationalisme, d'indépendance. C'est vrai, je dis pas qu'il n'y a pas quelques gens qui pensent à l'indépendance, mais j'en ai pas rencontré personnellement, nulle part. Ce que j'ai rencontré le plus, c'est la peur du largage d'être séparé de la métropole, là-dedans. Aux Antilles, il y a quand même tout l'arc entier. Alors, il y a cette chose-là aussi. Et puis, l'esclavage a été quand même, je crois, beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux aux Antilles qu'à La Réunion. Aux Antilles, dès le début, très rapidement, on a eu l'agro-industrie avec la canne à sucre, etc. À La Réunion, la canne à sucre, elle est arrivée quasiment après l'esclavage. Hein. Enfin, l'esclavage est aussi dur aux Antilles. Non, mais je ne sais pas si vous avez lu les Codes Noirs.
Moi, je regarde le code noir de la Guyane, où j'étais préfet, et celui des Antilles, ça n'a rien à voir. Hein. Et j'étais choqué, dans les archives de la Guadeloupe, de voir des actes d'achat et de vente entre des ordres religieux de propriété, où le gamin avait moins de valeur qu'un chevreau. Ça comptait pour rien. C'est horrible, là-dedans. Si je prends le code noir, je dis pas qu'il était bien, hein, le code noir de la Guyane, les esclaves, on pouvait pas les séparer, on pouvait pas séparer les familles, ils avaient un patrimoine, ils pouvaient aller vendre leurs légumes, etc., et garder l'argent, ce qui n'était pas du tout le cas. Hein. Mais il y avait le grand nombre hein, sur l'Amérique et sur les Antilles, avec la canne à sucre, cette culture industrielle. Il n'y avait pas les tracteurs à l'époque. Hein. Et ici, il a fallu attendre que l'île devienne anglaise, l'île Bourbon, pour que on plante de la canne à sucre. C'était quand même un peu une époque finie à ce moment-là. Donc ça a été plus réduit. Hein. Et l'esclavage, si j'ai bien compris, l'esclavage que l'on a connu ici, c'est vrai qu'on l'a connu, bah, c'était de l'esclavage qui était importé de l'esclavage qui était pratiqué à Madagascar avant la présence française, et quasiment, hein, là-dedans. Donc je crois que c'est un peu différent quand même. Dans votre séjour, est-ce que vous avez connu de grands événements, des cyclones qui vous ont marqué, quelque chose comme ça? À La Réunion? Oui. Oh, je suis pas resté assez longtemps pour voir la fin du monde, ou à peu près. Alors, ce qui m'a énormément marqué, c'est quand je suis arrivé, il y a le volcan qui avait décidé de me saluer, paraît-il. Il paraît que c'était un signe de bonheur. Il s'est mis à cracher, etc. Et il y avait un gros débat à l'époque entre l'ONF, qui était très présente, très active, c'était avant que le parc existe, et qui trouvait un peu ridicule qu'on interdise aux gens d'aller voir les coulées de lave. Hein. Et ça divisait un peu les administrations. Bon, moi ça faisait peut-être 15 jours, 3 semaines que j'étais là, et un week-end, le sous-préfet de permanence, le SGAR, me téléphone en me disant « il y a la lave qui arrive sur la route, qui va arriver sur la route. Qu'est-ce qu'on fait? On interdit tout. » Alors il y avait un dispositif, etc. Je lui dis « qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors il devait arriver 2 jours après, ou je sais pas quoi. Il me dit moi je trouve que c'est un peu dur. Je dis « moi aussi. Hein. » Bon, on va dire à l'ONF, puisqu'ils veulent à tout prix s'engager là-dessus, d'organiser toutes ces choses-là. Bon, on le fait, et le Comsup venait d'arriver. Hein. Il me téléphone en disant « j'ai un hélicoptère pour aller voir les laves. » Pendant des phasoïs. Hein, voilà. Ouais. Hein. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Je dis « avec plaisir. » Bon, on va voir, c'était magnifique. Et puis, on s'approche hein, vers, comment ça s'appelle? Saint-Philippe. Saint-Philippe. Il y avait un monde. On se pose. La terreur. Le général me dit « on rentre ?» Je dis « oui, on rentre. » Et lui était tout à fait partisan qu'on laisse les gens les voir. Mais je ne connaissais pas des Outre-mer avec autant de monde. Et ça se gère. Donc du coup, on a réquisitionné les phasoïs hein, pour faire des petits trucs au niveau local pour encadrer tous les visiteurs. Et puis il y avait cette radio extraordinaire, comment ça s'appelle? Radio Freedom. Freedom, bon, qui est venu se mettre au service, qui passait les messages, qui organisait, on a organisé ensemble, et puis le dispositif s'est mis comme ça, puis après c'est resté. Ça, c'était ma grande peur. Et aujourd'hui, c'est interdit? Je sais plus. C'est interdit, on ne peut plus accéder. Et après, on a vu donc les éruptions selon ce dispositif qui marchait assez bien. Alors, au niveau des hommes politiques qui vont en marquer, vous avez connu Paul Vergès. Oui. Avec du recul maintenant, c'était quoi? Il était vraiment aussi brillant, il avait l'oreille de Paris, comme on le disait. L'oreille de Paris, moi je trouve que c'était un homme de qualité, hein, très honnêtement, qui avait une vision. Je pense à la route du Tamarin, je crois que c'est lui qui est pour quelque chose. On a eu la route du littoral, on a dû travailler ensemble sur la route du littoral. Il y avait le débat de savoir est-ce qu'on l'a fait passer en haut, ce qui était un peu son idée, ou en bas. Bon, finalement, on s'est rangé à l'idée en bas. On avait 2 idées qu'on partageait, mais on était à peu près les seuls. C'était d'avoir une voie ferrée là-dedans. Après tout, elle avait existé. Pourquoi elle n'existerait pas? Donc, on était parti sur un tram-train. Peut-être un peu trop en avance à l'époque. C'est un peu compliqué, les tram-trains.
Mais je crois que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose en site propre. On y revient là. Hein, on y reviendra peut-être là-dedans. Donc il y a eu ces choses-là. C'était quand même... Chirac l'avait nommé au GIEC, et était très actif sur le GIEC. Ouais. Et c'est un visionnaire dans ce domaine-là. C'est un des premiers à avoir parlé de changement climatique. Sur toutes ces choses-là. Alors, je sais pas s'il avait toutes les compétences, c'était pas scientifique. Moi, je les ai pas. Hein, donc, chacun après a sa pensée là-dessus. Donc, je trouvais que c'était quelqu'un de très intéressant. Et il y avait Jean-Paul Virapoulet aussi. Oui. Moi, j'ai été frappé quand je suis passé au Sénat. J'étais conseiller de Gérard Larcher. Jean-Paul Virapoulet était écouté au Sénat. Ouais. Et pas simplement sur les affaires d'outre-mer. C'était un grand ténor. La sénatrice, comment elle s'appelle? Au secours. Je sais pas de qui a été présidente du conseil départemental. Nassima Dindar. Nassima Dindar aussi. Je trouve qu'elle avait pas mal de qualités, sur ceux que j'ai connus là-dedans. Et Huguette Bello, qui a un caractère, une personnalité, un attachement à son pays, et non, des gens généreux. Et puis, il y a le Grand Sud, avec le maire de Saint-Pierre, Étienne Hakoun, qui lui aussi... C'est pas pour rien s'ils sont toujours à la tête de leur collectivité, ils ont fait beaucoup. Et c'est vrai que vous me disiez, est-ce que la Réunion a changé? On avait presque 2 réunions quand j'étais en poste. Il y avait le Grand Sud, c'était... pour aller là-bas, on mettait du temps. Hein. Je crois que certains avaient même émis l'idée de faire 2 départements dedans. Bon, maintenant, avec cette autoroute, la route des Tamarins, c'est fabuleux, quoi. Là-dedans, tout a changé. Et Saint-Pierre a énormément changé. Oui. Une chose qui m'a énormément frappé aussi. Et en bien. Et en bien. Dont on parle peu, c'est tout cet espace entre Saint-Paul et la Possession. Cette immense zone d'activité. Bon, je commençais à aller la visiter un peu, mais pas simplement Cambrai. Il y a tout ça, on parle toujours de Cambrai, il y a encore de l'espace pour développer. Mais j'ai l'impression que c'est un espace économique qui s'est énormément développé. D'ailleurs, visiblement, ceux qui ont succédé à la DDE ont quelques problèmes pour arriver à trouver la solution routière pour ce machin qui ferme à chaque heure de pointe. Oui. Je trouvais que c'était assez extraordinaire le développement de cette zone. Avec un Saint-Paul qui s'est bien développé. Et un attachement aussi au patrimoine historique qui est bien mis en valeur. Non, c'est bien. Très bien. Écoutez, c'était un plaisir pour moi de discuter avec vous. Je vous en prie. Et puis, bon séjour chez nous. Merci.